Bonjour. Donc, je vais vous présenter en quelques diapos un groupe de micro-organismes dont vous m'entendez parfois citer le nom au staff en vous demandant de faire ce qu'il faut pour les rechercher, mais c'est un groupe de micro-organismes qui est, enfin, je pense qu'on est à peu près les seuls d'ailleurs au monde à essayer de les chercher dans des prélèvements cliniques, soit des prélèvements de flore, comme je vais vous le présenter, soit dans des prélèvements en situation pathologique, ce qui est encore plus intéressant. Et donc ce groupe de micro-organismes s'appelle les archées, et dans les archées, qui constituent en soi un monde absolument énorme, je vais vous parler de deux groupes de ces microbes archées. Un groupe que l'on appelle les méthanogènes, parce que ce sont des archées qui tout simplement fabriquent du méthane, le gaz méthane. Et puis un autre groupe que l'on a travaillé plus récemment au cours des derniers semestres, que l'on appelle des nano-archées. Donc vous voyez, de façon générale, ces archées forment un monde en soi qui est morphologiquement absolument comparable aux bactéries. Lorsqu'on regarde ça au microscope, avec ou sans coloration de Gram, on ne peut pas faire la distinction entre une archée et une bactérie. Mais ensuite, le contenu génomique de ces archées est radicalement différent de celui des bactéries. En réalité, le contenu génomique mélange des traits génétiques des bactéries et des traits génétiques d'eucaryotes, ce qui donne lieu ensuite à tout un tas d'hypothèses évolutives qui ne sont pas du tout le propos de ma présentation maintenant. Et donc, c'est en réalité, avant tout par le contenu génomique que l'on arrive à individualiser le monde des archées du monde des bactéries, du monde des eucaryotes et ainsi de suite. Et puis ensuite, il y a un certain nombre quand même de traits phénotypiques, par exemple la composition biochimique de la paroi de ces micro-organismes qui également les distinguent radicalement des bactéries. Donc c'est vraiment un monde microbien en soi, différent des bactéries, même si encore une fois le microscope ne permet pas de faire la différence. Alors, ce sont des microbes qui sont connus maintenant depuis des dizaines d'années dans l'environnement. Donc, ce sont comme souvent d'ailleurs les microbiologistes de l'environnement qui ont trouvé, détecté, inventé ce groupe de micro-organismes en premier. Et en tout premier, ces micro-organismes ont été détectés dans des sources d'eau chaude, soit terrestres, soit sous-marines. Donc d'archées thermophiles, c'est-à-dire qui acceptent des températures largement supérieures à ce que notre corps à nous accepte, donc des températures supérieures à 100 degrés, 110, 120 degrés pour certains de ces micro-organismes archées. Et puis ensuite, on en a trouvé en pratique partout dans l'environnement. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle source environnementale, ce que vous voulez, du sol, des racines de plantes, tout ce que vous voulez, vous allez trouver des archées, vous allez trouver des champignons, vous allez trouver des bactéries et vous allez trouver des archées. Voilà. Donc vous allez trouver eucaryotes, bactéries et archées, toujours. Et puis si on cherche bien, on va toujours trouver des virus aussi. Voilà. Donc les archées, comme les autres formes de la vie, occupent en pratique tous les territoires possibles sur la planète Terre. Et donc, encore une fois, ont été connus comme des micro-organismes environnementaux. Vous voyez, magnifique ces petites colonies roses là. Donc c'est ça qui colore, ce sont les archées halophiles qui colorent en rose, rose violacé les étendues salées. Quand vous allez vous promener en Camargue et que vous voyez les étendues salées qui sont joliment colorées comme ça en rose, eh bien c'est beaucoup, pas exclusivement en fait, mais enfin ce sont beaucoup des archées halophiles qui donnent cette coloration. Et vous voyez qu'en culture au laboratoire, on retrouve cette coloration rose qui est quand même assez spectaculaire, qui n'est pas si banal que ça en microbiologie clinique. Et puis un groupe particulier, environnemental également, d'archées méthanogènes, encore une fois, qui sont des micro-organismes qui fabriquent le méthane. Alors on a depuis 10 ans finalement, je sais pas, ça fait 10-12 ans qu'on travaille là-dessus avec Didier Raoult et avec d'autres, pour essayer d'avancer en microbiologie clinique. Donc ce que l'on a fait comme toujours, c'est essayer de mettre en place des techniques de laboratoire pour les repérer, ces méthanogènes. Là, pour l'instant je parle des méthanogènes, des archées méthanogènes. Et donc une de leurs caractéristiques, et je vais radoter en disant que je pense que nous n'utilisons pas collectivement suffisamment cette propriété d'un certain nombre de groupes de micro-organismes, archées mais bactéries, par exemple les mycobactéries, sont autofluorescentes. Je ne sais pas pourquoi on ne l'utilise pas
pas plus que ça, parce qu'il suffit de mettre une préparation sous le microscope à fluorescence, tout de suite, on voit que voilà, quand c'est vivant. Donc voilà des méthanogènes que vous observez simplement, sans aucune préparation, en UV, et donc elles sont autofluorescentes parce qu'à l'intérieur, il y a un coenzyme qui résonne bien avec la longueur d'onde des UV qui sont émises par la lampe à UV de votre microscope. Donc c'est autofluorescent, donc ça c'est facile de les repérer à l'examen direct, au moins en culture, éventuellement plus difficile sur des préparations cliniques. Quelque chose que l'on a mis au point aussi qui est trivial, mais il faut le remettre au point à chaque fois, c'est les systèmes FISH, donc vous savez, de coller une sonde de nucléotides qui s'apparie aussi spécifiquement que possible au génome du microbe que vous voulez repérer, en l'occurrence des archées méthanogènes, et puis cette sonde que vous introduisez dans le système est elle-même couplée à un fluorochrome qui va donc donner lui aussi ces jolies couleurs en fluorescence. Donc il faut aussi avoir un microscope à fluorescence pour utiliser cette méthode FISH. Et donc on a développé des sondes qui reconnaissent spécifiquement le CESES en particulier, des archées méthanogènes pour pouvoir les repérer là aussi directement dans des prélèvements cliniques, ce que l'on a fait à quelques reprises. Et puis on a développé, bien sûr, enfin on a développé, c'est un grand mot, on a utilisé plutôt les microscopes électroniques que vous voyez au laboratoire en bas, là au rez-de-chaussée bas, juste en face le petit local POC. Eh bien, ces microscopes, moyennant une coloration qui est utilisée par ailleurs pour les bactéries, permet de distinguer assez facilement les archées méthanogènes vivants des archées méthanogènes morts, là aussi en culture ou éventuellement plus difficile dans des préparations cliniques. Bien sûr, bon, je vais passer les détails, mais bien sûr, un petit arsenal de systèmes PCR, PCR temps réel, PCR séquençage pour pouvoir les détecter et les identifier avec un gène intéressant sur les méthanogènes, parce que ce gène est spécifique, il n'est présent que dans les archées méthanogènes, on ne le retrouve pour l'instant tout au moins, dans aucun autre monde vivant que les archées méthanogènes, et pour la bonne raison que ce gène code pour une coenzyme qui intervient précisément dans le processus biochimique de méthanogenèse. Donc on se sert beaucoup de cette cible génétique pour détecter, identifier par séquençage les archées méthanogènes à l'intérieur de prélèvements cliniques. Et puis bien sûr, la métagénomique directe permet de les détecter dans des prélèvements cliniques, moyennant, comme pour la PCR d'ailleurs, d'utiliser des systèmes d'extraction un petit peu plus violents que ce que l'on peut utiliser pour la plupart des bactéries, parce qu'encore une fois, la paroi de ces micro-organismes est assez résistante, et donc il faut utiliser des combinaisons de méthodes chimiques, enzymatiques et mécaniques pour casser la paroi de ces micro-organismes, libérer l'ADN que ces micro-organismes contiennent pour pouvoir séquencer directement cet ADN à partir d'un échantillon clinique. Donc il y a une petite préparation, mais c'est là aussi qui est du même ordre que ce que l'on doit utiliser, à mon avis, pour les mycobactéries, par exemple. Ce sont des micro-organismes qui, de ce point de vue-là, se comportent à peu près de la même façon. Et puis la dernière chose, alors qu'on a vraiment, sur laquelle on a beaucoup travaillé, comme toujours, c'est l'isolement par culture de ces archées méthanogènes à partir d'échantillons cliniques. Je vais passer assez rapidement les détails, mais enfin, depuis 10-12 ans, on invente quasiment tous les ans une nouvelle façon d'isoler et de cultiver en essayant de simplifier, parce qu'au départ, ce qui est décrit initialement dans la littérature, c'est qu'il faut disposer d'un mélange d'hydrogène et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui est par ailleurs privée complètement d'oxygène. Vous voyez, ça fait 80 plus 20. Donc l'atmosphère, pour l'isolement et la culture, ne contient en principe que ça, pas d'oxygène du tout. Et donc c'est ce qui est décrit initialement dans la littérature. Bon, c'est moyennement commode. Bon, l'hydrogène, c'est toujours un petit peu compliqué à manipuler, c'est quand même un gaz explosif, donc bon, enfin, il y a quelques contraintes malgré tout pour l'utilisation de ce gaz, qui complique un petit peu la vie. Et donc petit à petit, on a essayé d'inventer des systèmes différents. Donc on a inventé, y compris de faire produire de l'hydrogène par tout simplement par des microbes fermentatifs, donc qui produisent naturellement de l'hydrogène. Enfin bon, bref, on a inventé tout un tas de combinaisons. On s'est rendu compte, là, c'est pas moi, c'est M. Raoult avec tel ou tel de ses étudiants,
qui par hasard d'ailleurs a co-cultivé sur une gélose au sang le même bêta, θ, iota, omicron qui est figuré là par ces petites boules vertes sur une gélose au sang qui a permis de co-isoler, vous voyez, Smithy. Bon, pour faire vite, actuellement, on en est là. Donc, on a mis en place un milieu de culture qui permet maintenant d'isoler et de cultiver ces méthanogènes sans apport extérieur d'hydrogène, sans apport extérieur de CO2, par contre, toujours en anaérobiose stricte, c'est-à-dire en pratique sous azote, quoi. Il suffit de mettre de l'azote dans l'enceinte, et puis on n'a plus besoin d'hydrogène, plus besoin de CO2, ce qui tend, toujours pareil, à simplifier la vie, et ces travaux ne sont pas terminés, donc on continue à essayer de travailler nos milieux de culture. Un objectif qui sera atteint un jour, pas par mois, ça sera de réussir à les cultiver en air ambiant, c'est-à-dire en présence d'oxygène. On y arrivera, on a des pistes, mais il faut encore 2 ou 3 ans de travail, mais on va y arriver. Et puis, pour suivre ces cultures, donc lorsque vous cultivez un échantillon clinique à la recherche de méthanogènes dans un tube, donc dans un bouillon de culture, eh bien, la façon utilisée actuellement, qui à mon avis n'est pas optimum non plus, mais enfin, actuellement c'est comme ça qu'on fait, c'est à changer, c'est à vous de le changer, mais actuellement, pour suivre la croissance de méthanogènes, eh bien, puisque ce sont des méthanogènes qui fabriquent du méthane, eh bien, on prélève régulièrement l'atmosphère en haut du tube, on met cet échantillon dans le chromatographe et on cherche tout simplement la présence de méthane. C'est comme ça que l'on suit actuellement les cultures, et puis quand vous avez du méthane qui est détecté, eh bien vous pouvez retourner à votre bouillon de culture et faire un peu ce que vous voulez. Et en particulier, vous pouvez plater à ce moment-là votre bouillon de culture sur des géloses qui contiennent le même milieu plus de l'agar, toujours privé complètement d'oxygène, pour voir apparaître des colonies. Et puis, au cours des 2 derniers semestres, eh bien, on a adapté la technique classique de Malditov pour les archées d'intérêt clinique. Et donc, bon, finalement, on sait faire, dans le fond, on sait faire maintenant les archées méthanogènes exactement comme on fait les bactéries anaérobies, quoi, en pratique. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc, on a réussi à mettre en place l'ensemble du circuit qui nous permet de chercher ces archéméthanogènes exactement de la même façon que l'on cherche finalement des bactéries anaérobies. Voilà. Donc ça c'est disponible. Les résultats de ça, et puis encore 3 minutes et je m'arrête. Les résultats, c'est d'une part la présence obligatoire en réalité des archéméthanogènes dans la flore digestive. Donc tout le monde a au moins une ou plusieurs archées dans le tube digestif, sauf les enfants en Afrique de l'Ouest qui présentent des tableaux de malnutrition aiguë sévère, qui est une maladie mortelle. Donc un des marqueurs, je ne préjuge pas de savoir en quoi ça intervient ou non dans cette maladie, mais un des marqueurs que Greg et d'autres ont mesuré, c'est des malnutritions aiguës sévères, eh bien c'est l'absence, donc c'est bien une dysbiose en réalité, mais c'est une dysbiose qui est marquée pour une fois notamment par l'absence d'archéméthanogènes dans le tube digestif de ces enfants. Et donc, à contrario, encore une fois, quand on est en bonne santé, ou même d'ailleurs quand on a telle ou telle pathologie, eh bien on a des archéméthanogènes obligatoirement dans le tube digestif. Alors bon, il y a toute une liste, on a contribué ici à en décrire un certain nombre, et puis par ailleurs, bien entendu, on commence à décrire ces archéméthanogènes dans 3 grands types de situations. D'une part, encore une fois, dans des dysbioses, donc je viens de parler de la dysbiose digestive de malnutrition aiguë sévère dans laquelle il n'y a pas d'archéméthanogène, mais à l'inverse, la vaginose bactérienne peut être considérée comme une dysbiose de la flore vaginale dans laquelle, là, au contraire, il y a la présence anormale d'archéméthanogènes. Sur un prélèvement vaginal d'une femme qui n'a pas de vaginose, on ne retrouvera pas d'archéméthanogènes. Et puis un 3e exemple de dysbiose, c'est comme ça maintenant qu'on peut considérer les infections urinaires, en réalité comme une dysbiose du microbiote urinaire physiologique. Les urines ne sont pas stériles, il y a quelques microbes là-dedans. Et donc, l'infection urinaire peut être regardée aussi comme une dysbiose. Et là aussi, en infection urinaire, pour la plupart des bactéries, eh bien, elles sont associées à une des espèces de méthanogènes, la principale d'ailleurs, qui s'appelle Methanobrevibacter smithii. C'est celle-ci qui est toujours présente dans le tube digestif, par exemple. Donc les dysbioses,
Les abcès anaérobies, eh bien, lorsque vous avez un abcès anaérobie, vous pouvez vous attendre, à bactéries anaérobies, vous pouvez, et je dirais presque vous devez vous attendre à trouver également un ou plusieurs archées méthanogènes en même temps. Bon, donc on a commencé bizarrement d'ailleurs par les abcès cérébraux, et donc dans un certain nombre d'abcès cérébraux, pas dans tous, hein, mais dans un certain nombre d'abcès cérébraux, on retrouve effectivement des archées méthanogènes dont on se pose la question de savoir en quoi ils participent ou non au processus d'abcédation. Abcès musculaire, bon, tout un tas d'abcès. Puis la dernière situation que l'on a décrite dernièrement, c'est la présence de ces archées dans quelques prélèvements sanguins, donc en pratique dans quelques flacons d'hémoculture anaérobie, en particulier chez des patients, chez 3 patients en particulier qui présentaient une endocardite infectieuse. Et point important que révèle bien ceci, dans ce cas-là, il y a toujours une bactérie associée. Donc dans tous ces prélèvements pathologiques, et a fortiori dans toutes les flores, pour l'instant, on ne retrouve jamais les archées méthanogènes toutes seules. Elles sont toujours en association avec un autre micro-organisme, enfin, avec une bactérie, une ou plusieurs bactéries. Dans le cas de la présence dans le sang de Methanobrevibacter smithii, eh bien, l'association se faisait avec des streptocoques, des staphylocoques, en particulier staphylocoque doré. Et puis une ou deux diapos pour prolonger. Donc tout ça, c'était un groupe particulier d'archées qui s'appelle les archées méthanogènes, et juste une ou deux diapos pour des résultats qui sont encore plus récents, qui concernent un autre groupe d'archées que l'on appelle les nanoarchées, parce que ce sont des archées toutes petites, elles mesurent moins d'un demi-millimètre, moins de 500 nanomètres. Donc pareil, on peut les détecter, c'est quand même de assez jolies images en fiche, où l'on voit là en vert la coloration des nanoarchées, et qui sont collées en réalité à cet micro-organisme coloré en rouge par le fiche, et ce micro-organisme, lui, c'est une archée méthanogène. Donc on a commencé par travailler les archées méthanogènes, et maintenant on se rend compte qu'une partie de ces archées méthanogènes est parasitée par une autre petite archée qu'on appelle nanoarchée. Donc on rentre dans cette microbiologie un peu complexe où les microbes ne sont pas tout seuls en réalité, ni en flore, ni peut-être en situation pathologique, mais sont associés les uns aux autres. Bon, c'est encore plus visible là sur un grossissement. Ça se voit bien également, je vais passer assez rapidement, mais en électronique. Donc pour les connaisseurs, ça rappelle les images des CPR. C'est le même type d'image en électronique, mais ce sont bien des nanoarchées garanties. Voilà, donc on voit là une archée, et puis sur cette archée, tous les petits points blancs qui correspondent à des nanoarchées, le tout étant souvent englué, c'est exactement comme les CPR, hein, étant englué dans ce qu'on appelle un biofilm, dont je ne connais pas trop la nature, mais enfin, il est à peu près clair qu'il y a au moins des sucres complexes à l'intérieur de ces biofilms. Et donc on a réussi à co-isoler pour la première fois chez l'homme une nanoarchée. C'était là aussi des objets biologiques qui étaétaient connus dans l'environnement, mais pas du tout chez aucun mammifère, et a fortiori pas connus chez l'homme. Et donc on l'a appelé Candidatus nanopusilius massiliense. On a le génome, on a tout. Il est déposé en collection césure à côté du labo, donc c'est disponible. On a fait le rhizome, tout, bon, très bien. Donc lui aussi c'est un patchwork. Le petit génome, ça fait 600 000 bases à peu près. Le génome. Donc ce petit génome de 600 000 bases est un patchwork en réalité de gènes qui viennent de droite et de gauche. Et puis dernièrement, encore une fois, cette nanoarchée est absolument collée, physiquement collée sur l'archée qui la porte. Et donc on est en train d'essayer de décrypter la biologie de cette association symbiotique, qui est que il y a probablement des échanges de nutriments, de choses comme ça, peut-être même d'énergie, entre l'archée et la nanoarchée. Voilà, on en est là, je vous remercie.